Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 9 de Alt F4, le podcast québécois sur la musique de jeux vidéo. Et l'attente est terminée. Mon co-animateur Pidge est sorti du bureau de Dr Amigo sain et sauf malgré sa grosse seringue surdimensionnée bizarre. Il m'a bien soigné. Il avait la même face que la petite fille à la fin du vidéo. Et oui, il est de retour. Et je suis de retour. Pidge et votre co-animateur numéro 2, Max. Comment tu vas, Pidge? Tu te sens mieux? Ça va mieux. J'ai eu la gastro. Ceux qui sont intéressés. Je savais pas si t'allais aller là. Tout le monde peut s'imaginer c'est quoi, puis à quel point c'est le fun. Ah, c'était vraiment un cauchemar, Ouais. j'imagine. Donc, Fini. le voilà. Vous savez pourquoi il n'y a pas eu d'enregistrement la semaine passée. Je suis sain et sauf. Et cette semaine, on a décidé de... On a décidé de faire un changement. Ah oui, le timer. Ah oui, on va le partir. On a décidé de faire un changement, Pidge et moi. Parce que normalement, c'est ça. On se donne un sujet commun. On trouve de chacun des pièces qu'on choisit de jeux qui vont fit the deal, comme disent les Anglais. Mais cette semaine, on a décidé de se surprendre l'un et l'autre. Puis en même temps, vous aussi à la maison ou dans votre auto ou peu importe où c'est que vous êtes là, dans la prison d'Azkaban. Je sais plus c'est quoi le nom dans Harry Potter. Azkaban. Merci. Harry Poudlard. Puis on a tous les deux décidé d'emmener notre sujet, mais on s'en est pas parlé. La seule chose que Pidge sait, c'est mes 3 chansons que j'ai choisies, les 3 morceaux que j'ai choisis. Moi, je sais vraiment rien de ce que j'ai choisi. Fait que tous les deux, on a un sujet qui relie nos 3 choix. Ouais. C'est une expérience qu'on voulait faire. Un peu comme, en anglais, ils appellent ça du show and tell. Mhm. En français, je dirais présentation orale de secondaire 4. Tu sais que tu as le choix de... Bah, plus secondaire 1-2. Quand tu commences, Ouais, là, ben, parce que... Tu parles donc de ton animal préféré, là, puis on va t'écouter pendant 15 minutes. C'est ça qu'on va faire. La seule différence, c'est qu'on n'a pas de notes. Fait qu'on est correct. On a fini notre école. Moi, j'ai Ouais. mon papier. C'est vrai. Moi aussi, je l'ai. Ça Je fait pense que je longtemps. l'ai dans mon bureau. Je l'ai vu l'autre fois. Est-ce en que tu plus. l'affiches fièrement dans ton bureau? Non. OK. Il est dans l'enveloppe encore qui date de 2007 probablement. OK. Je sais pas si j'ai ça. Moi, ça doit être quelque part perdu dans mes papiers. Ouais. Là. C'est comme tous les diplômes que j'ai eus sont dans des rouleaux ou dans des enveloppes que je me crisse maintenant. Mon bac qui est sur mon piano, là, tu le vois. Ouais. Encore dans l'enveloppe Express Post dans la même que je l'ai reçue en 2015. C'est vrai parce que, oui, cette semaine, on parlait de ça. Là. D'ailleurs, parce que moi, je suis allé le chercher de mon recteur à l'Université de Montréal. Il me l'a donné dans un grand rouleau. J'ai toujours le rouleau là, qui a l'air d'une grosse Red Bull. Là. Oui. Parce que la moitié est bleue, l'autre moitié est argent, je pense. OK. Donc, ouais, on parlait de ça justement au spectacle de l'OJV qu'on est allé samedi passé, qui était fort plaisant, très bon. Ben oui. Alors, je recommande, si vous êtes à Québec, qui ont une autre représentation. Sinon, vous avez manqué le bateau. Là. Il n'y en a pas d'autre à Montréal. Ouais, cet épisode-là, là, on l'enregistre dans le fond la veille. Il va sortir demain. Fait que c'est la même période, mais effectivement, mais de toute façon, ils ont quand même d'autres shows. Là. Je veux dire, ils font quand même plusieurs shows par année, d'habitude. Là, Ouais. Puis c'est toujours c'est bien d'encourager les orchestres locaux. Et je tiens à dire, je disais que j'avais fait partie de l'OJV à ses débuts, donc de 2008 à genre 2011, je pense. Puis évidemment, ça fait plusieurs années de ça, donc ils sont bien meilleurs qu'avant, là, à l'époque où j'étais là. Fait que c'est le fun. C'est ça, tu regardais les musiciens qui étaient là dans le temps que tu jouais. Ouais, il y en a encore comme 3. quelques-uns, mais il y en a, ça fait, imagine, ça veut dire, il y en a qui sont là depuis le début, ça fait 17 ans qu'ils sont là. Ouais, Ça va vite, hein? Shout-out au bassiste. C'était dans mes prefs. Là. Ben oui. Tout le monde avait l'air fort sympathique, mais le bassiste était vraiment cool. Oui, il est fort sympathique. Moi, j'étais tubiste à l'époque, fait que j'étais tout le temps proche du bassiste, puis que je chillais avec un peu dans les répètes, tu sais. Mm-hmm. Puis il était effectivement fort sympathique. Ouais, mais c'était ça. Il y a eu des gros solos de git là, à la fin. Oui, c'est vrai qu'il jouait de la guitare sur une coupe de tunes, ouais. C'était non, j'étais vraiment flabbergasté, super bon, un petit quatuor à un moment donné, vraiment intéressant. Ils ont parlé de quelques trucs que nous on n'a pas parlé, là, dont Outer Worlds justement qui était le quatuor. Ouais. Sinon, il y a des pièces de jeux qu'on a parlé aussi. En fait, sinon dans le programme principal, il y avait un seul jeu dont on n'a pas parlé. Ouais. Qui était Fatsanadu. Ouais, un vieux jeu de NES qui ressemble vraiment beaucoup à Zelda 2 d'ailleurs. Ouais, vraiment. Hein? Ouais. Puis c'est ça, sinon tous les autres jeux, en tout cas, on en a parlé. Ouais, on a parlé. Ouais. Donc, dans le fond, moi je connais pas le sujet Antoine, fait qu'on va commencer par Antoine. Ouais, fait comment ça va marcher, là, vous savez, c'est ça, on a
On a une routine, mais on aime ça brasser les cartes un petit peu, puis changer un petit peu de style. Ça fait que comment on va fonctionner? Donc, je vais mettre mes 3 extraits en les présentant quand même un peu là, entre chaque. Donc, comme d'habitude, là, année, développeur, etc., le nom de la toune. Puis, j'en parlerai pas trop plus que ça. Peut-être un petit peu l'histoire du jeu, mais je vais me garder pour après, quand mon sujet va être officiellement sorti. À ce moment-là, je vais me pencher un peu plus sur pourquoi, qu'est-ce qui lie les 3 extraits entre, puis de quelle façon. Ou ben donc, moi qui n'arrive pas à le trouver pendant 20 minutes. Peut-être aussi, mais ben on verra. Je vais attendre à la fin pour essayer des affaires. Je veux pas, entre 2 tunes, faire « Oh, c'est-tu ça? » Non, je vais attendre d'avoir entendu les 3 extraits. Ouais, c'est ça. On va arrêter de se faire semblant de deviner avant d'avoir mis nos extraits. Fait que, on commence tout ça. Ouais, ben comme plus personne dit, allons-y. Ouais, fait que voici mon premier, qui que tu connais clairement très bien, cette tune-là. Bon, hey, une bonne minute 10. Encore plus que d'habitude. J'aurais pu attendre parce que la boucle est comme là, je pense. Bien, ceux qui, si on a affaire à des connoisseurs, ben vous avez reconnu le thème de Magus de Chrono Trigger. On a déjà parlé de ce jeu-là. Ça risque de revenir souvent, on a déjà parlé de ce jeu-là. Ça commence. Ouais, ça commence, effectivement. Chrono Trigger, un jeu de 1995, produit et développé par Square, et la musique a été composée par Yasunori Mitsuda. Je vais parler un petit peu de l'histoire de Chrono Trigger, hein, ceux qui ne savent pas. Donc, on incarne Chrono, un jeune homme muet, en fait, qui ne parle jamais dans le jeu, qui va dans un monde qui fait un peu penser à la planète Terre, mais dans un univers un petit peu plus près d'être un genre, c'est pas médiéval, mais où la magie existe, on le sait, tu sais. Puis ça reste assez fantastique comme univers. Puis il va, lui et une inconnue qu'il rencontre au Millennium Fair, donc un genre de carnaval, tu vas t'amuser là au début. Puis tu vas rejoindre ton ami qui est scientifique et qui a créé une machine à téléporter. Puis là, quand tu amènes ta nouvelle connaissance, Marle, elle veut essayer de se faire téléporter, puis là, il se passe quelque chose, et puis il y a un portail qui ouvre, puis elle se fait absorber dans le portail, puis elle disparaît. Fait c'est un peu la base, donc, du jeu. Puis là, après ça, évidemment, avec Lucas, ton ami inventeur, vous allez essayer de sauver, donc, Marle, en allant, ce qu'on apprend à être des portails pour voyager dans le temps. Puis, d'où le Chrono Trigger, hein, il porte bien son nom. C'est ça, c'est quel hasard. Quel hasard, ça s'appelle Chrono. Hein. Est-ce que le mutisme de Chrono, c'est comme canon, là? C'est comme canon à la série, ou il fait juste pas parler dans le jeu? Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire, mais... genre le fait qu'il parle pas, c'est parce qu'il est muet ou c'est parce qu'il... Ok, non. Il a juste plugué le mot mutisme. Ouais, il n'y a pas d'allusion au fait « Ah, Chrono, à cause qu'il peut pas parler ». C'est juste qu'il parle pas.
parle pas. Toutes ces interactions, c'est du langage corporel. Là. Ça fait qu'il va hocher la tête, il va faire des signes de yes. Ouais. Il va, Mettre les bras dans les airs, là, oui. comme ça. Là. Oui, c'est ça. Il fait tout ça. Puis je pense que pour un des endings du jeu, il y a Chrono qui parle. Mais c'est comme ça c'est vrai. Puis d'ailleurs, je vais aussi tout de suite dire qu'il va y avoir plusieurs divulgachis pour mes jeux. Évidemment, ça va avoir rapport. Là. Rendu à l'épisode 9, il faut comprendre qu'on va divulgacher beaucoup de choses. Oui. Puis bon, divulgacher un jeu de 95, pas si pire quand même. Ouais. Mais je vais quand même le mentionner avant parce qu'il y a des jeux plus récents dont je parle un peu, dont l'histoire est quand même importante, tu sais. Fait que, en tout cas, je verrai en temps et lieu, là, mais j'imagine que personne ne m'en tiendra rigueur. Fait que, donc voilà, ça c'est le thème de Magus qui est, en tout cas, je vais continuer puis j'en parlerai après. Fait que, donc je vais continuer avec mon deuxième extrait. Moi, j'aime bien le son de vent au début, là, Oui. qui est très SNES. Là, Oui, ouais, c'est vraiment, tu reconnais le sound chip de Chrono Trigger. Là, un genre de mélange entre des choirs et des strings là, ensemble, là, ouais. genre, pour faire un effet de vent. Donc, voici mon deuxième extrait. Ah. T'as-tu reconnu? Tu connais-tu cette tune-là? Sur le coup, non, mais quand ça l'a embarqué, je me suis dit clairement Undertale. Exactement. Undertale. Et on parle de Undertale enfin! Oui, ben là, ça aussi, en plus, j'en parlais, en tout cas, j'en parlais justement avec Gab l'autre jour, puis... Gab, notre recherchiste. Oui, notre recherchiste. Puis qu'on n'a pas encore parlé d'Undertale, ce qui pourrait être pratiquement criminel d'avoir attendu à l'épisode 9. Parce que. Elle nous regarde les bras grands, tu vois, genre, qu'est-ce que vous faites? Puis, mais c'est ça. Évidemment, on voulait pas Undertale. On l'a déjà mentionné comme étant avec de la musique qui a été très, très mimée, qui a fait vraiment dans la culture pop Internet depuis sa sortie en 2015. Ça l'a vraiment, vraiment explosé. Fait que Undertale qui a été développé, créé, publié, tout par Toby Fox, qui a fait tout du jeu. Je pense que, là, je me suis pas noté le nom, mais je pense que juste pour le design des personnages, il a demandé à quelqu'un. OK. Mais tout le reste, c'est 100% lui qui a fait ça. C'est dans les projets Stardew et compagnie là, d'une seule personne. J'ai aussi vu que Toby Fox est né en 1991 et donc plus jeune que nous. Ah ouais? De pas beaucoup, tu sais. De pas beaucoup, mais tu sais, 2015, il y avait 24 ans, ça veut dire. C'est fou, hein? C'est insane. Ça fait que Undertale, donc c'est un jeu, c'est un RPG. C'est le thème de Asgore d'ailleurs, qu'on entend en ce moment. Undertale, donc vite l'histoire, ça se passe dans l'Underground, qui est avec un U majuscule, qui est donc évidemment en dessous de la terre. C'est un endroit qui est peuplé par des monstres. Et puis nous on incarne un enfant humain qui tombe accidentellement dans l'Underground. Et puis là, il se fait, au début du jeu, on se fait un petit peu rescapé par Toriel. Tamriel, ça c'est le continent de... Ouais, je sais pas, je mélange. Toriel, qui est un genre de c'est un monstre, mais qui est très gentil avec nous. C'est une espèce de figure maternelle qui est un peu comme une chèvre anthropomorphique. Là. Il y a beaucoup des monstres qui sont comme ça. Puis, qui nous dit il faut pas qu'on s'aventure dans l'Underground, on est mieux de rester chez elle, parce que dans l'Underground, c'est peuplé de monstres qui sont dirigés par Asgore, qui veulent tuer les humains. Puis là, évidemment, on ne sait pas pourquoi.
Puis c'est ça. C'est un jeu qui... ça, je peux le mentionner direct. C'est un jeu dans lequel ça sort vraiment de la boîte, comme on dit, ce jeu-là. Les combats sont... C'est un jeu RPG aventure. Puis il y a des random encounters. Par contre, les combats, comment sont faits, c'est tous des genres de mini-games. Donc, les monstres, quand ils nous attaquent, puis qu'il faut éviter de se prendre du dégât. C'est des genres de mini bullet hell. Ouais. Puis c'est ce qui fait vraiment l'unicité du jeu. Vraiment, là. Pour ça, puis c'est dans la catégorie de jeu que tous les choix qu'on fait vont changer le outcome du jeu, la fin. Il y a différentes fins possibles selon les choix que tu fais tout le long du jeu. Puis, évidemment, tu rencontres tout un paquet de personnages avec lesquels tu peux t'allier ou non. Puis, c'est ça, c'est vraiment une super belle expérience de jeu. Je vais pas en parler plus tout de suite. Ouais, je comprends. Mais, tu sais, Undertale, c'est vraiment le jeu que... Je sais qu'on recommande tout le temps des jeux au podcast. Undertale, si t'es un fan de RPG, puis que t'as le goût d'essayer de quoi d'un peu plus flyer, qui a une bonne histoire aussi, Undertale. Vraiment excellent, oui. Puis c'est le genre de jeu, je pense, qui peut être autant toi tout seul, avec des écouteurs le soir, autant avec du monde sur un divan. Seat, oui, autant... en couch checking. C'est notre ami Mathieu. Puis autant aussi, ça, on ne mentionne pas souvent, mais je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais c'est le genre de jeu que ça peut faire autant pour les enfants que pour les adultes. Ouais, c'est vrai. C'est pour les adultes parce que l'histoire est deep, est super bonne, est recherchée, le concept du jeu et du gameplay, c'est tout très bon. Puis pour les enfants parce que c'est inoffensif, somme toute. C'est des combats, c'est en pixel art, c'est vraiment graphique très rétro. Puis il n'y a rien de... C'est ça. Il n'y a rien de compromettant pour des enfants. Pas de bloody ou quoi que ce soit. Gore, c'est pas gore, exact. Ça fait que voici pour mon deuxième extrait. D'ailleurs, il y a notre une de nos tunes préférées de Undertale qui est Dead by Fashion. Dead by Glamour, ouais. Très bonne tune. Ben oui. Mais c'est toutes des bonnes tunes. Puis ça, on va sans doute en reparler. Undertale, c'est le genre de jeu qui mériterait un épisode. On va le mettre dans la catégorie. On va en reparler peut-être. Ouais, peut-être. Si on sait, à chaque épisode, on a 2-3 idées pour des nouveaux épisodes. En fait, ça marchera pas. Le calcul, ça marche pas. Mais bon. Et je vais finir donc avec... là, peut-être que tu commences à avoir un début de pattern. J'hésite. Puis je vais finir avec ça ici. Donc, que tu connais très bien, si je ne m'abuse. Ah. Ça, c'est bon. Je dis si je ne m'abuse, mais je le sais en torieux que tu connais bien cette musique-là. C'est bon, là. Ouais. Ça fait qu'on écoute la pièce. Là, j'ai deux noms d'ailleurs pour ça. Hein. Des fois, en japonais, avec les traductions, tu ne sais pas. La tune Loss of Me, qui est aussi appelée Roses of May, pour une raison que j'ignore, de Final Fantasy IX. Donc, FF9 date de l'an. On parle de FF9. On parle de FF, on parle de Nobuo. Ça faisait longtemps qu'on avait parlé de Nobuo. Ça faisait un petit bout, quand même, au moins 2-3 épisodes. Au moins 2-3 épisodes. On t'a dit. Donc, un jeu de l'an 2000, développé par Square et composé par Nobuo Uematsu, bien sûr. L'histoire de Final Fantasy IX, on commence le jeu, on incarne Zidane, un jeune bandit dans une troupe de bandits qui s'appelle Tantalus.
Puis comment ça commence, c'est que le boss nous donne une mission qui est de capturer la princesse Garnet. Puis encore là, il va y avoir alerte divulgachée. La princesse Garnet, on apprend plus tard que c'était sous ordre de Sid, qui est comme le régent d'une grande ville. Puis c'est ça. Ça commence un peu comme ça. Nous autres, on n'en sait pas plus. Il faut capturer la princesse. Puis finalement, on apprend que c'est pour la protéger, en fait. Et puis, il va se passer toutes sortes de choses. Et puis, ce qu'on entend en ce moment, c'est le thème de Béatrix. Il y a un bon moment avec Garnet. Là. On parle beaucoup des moments awkward d'FF10 en général, mais... 10-2 surtout. Ouais, 10-2, mais 10 aussi, là, le bout de oui, Thierry. Là. Le bout c'est vrai, le bout de Thierry. Là, à un moment donné, quand on demande à Zidane « C'est quoi ça? » en lui montrant un couteau, là, puis là, il fait juste dire « Ah, this is called a dagger. » Puis là, il dit « Parfait, mon nom sera couteau maintenant. C'est ça. Personne va me reconnaître, je ne suis pas la princesse. » Ouais, c'est vrai que ça, moi, je me rappelle que dans mes... Après la première fois que j'ai joué, ça me gossait qu'elle s'appelle Dagger tout le long parce qu'elle garde ce nom-là, même quand finalement c'est évident que c'est la princesse Garnet, peu importe. Je finissais par juste l'appeler Garnet. Ouais, moi aussi. Puis après, elle dit Ah, Garnet, c'est vraiment un bon nom. Je suis comme, personne va te reconnaître. Après ça fit vraiment. En faudrait que je me trouve un nouveau nom. Comment ça s'appelle ça? Une dague. Parfait, je vais m'appeler Garnet. C'est très bon, ça marche super bien. Fait que, pour l'instant, c'est ça. Ça fait que c'est pas mal mes 3 extraits. As-tu des... Je pense que j'ai une réponse. Ouais, est-ce que ta thématique, c'était les anti-héros? Pas loin. Pas loin? Okay. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, ouais. Mais c'est quoi? Là, Asgore, tu connais pas. Asgore, je le connais moins. Ouais, c'est ça. Mais mettons les deux autres, c'est oui, des anti-héros, mais encore... mon Dieu. Vas-y, je sais pas si... Attends, la première c'était la toune de Magus. Ouais. Puis l'autre, c'était Béatrix. Puis l'autre, c'est Oh Boy. Mais t'as raison, en gros, c'est ça, là. Okay, c'est les anti-héros. Je donne ma langue au chat parce que si on passe le podcast à m'écouter deviner, ça serait pas bon. Effectivement. C'est les anti-héros, mais plus précisément, donc pas les antagonistes principaux, donc pas le méchant du jeu, et surtout un méchant qui a, à un moment donné, une rédemption. Ah, ouais, c'est ça, ouais, en fait. Ouais, ça fait que, c'est à différents niveaux. Fait que là, je peux m'attarder un petit peu plus sur tout ça. Donc, pour commencer par Magus. Magus, c'est comme un des gros méchants, en fait, pour continuer dans l'histoire de Chrono Trigger. Quand tu finis par aller sauver Marle, le jeu, à la base, ça se passe en l'an 1000. Puis là, ça te téléporte en l'an 600. Qui appelle le Moyen-Âge, dans le fond. Puis là, en l'an 600, tu te rends compte qu'il y a une guerre entre les humains et les monstres. Une espèce de guerre de la magie, parce que les monstres sont plus forts que les humains et peuvent utiliser la magie. Puis, donc, c'est ça. Puis, lui qui commande le chef, dans le fond, des monstres, c'est Magus. Fait que c'est vraiment... quand tu rencontres Frog, par exemple, lui, il veut venger son mentor qui s'est fait tuer par Magus. Fait que tu dis c'est vraiment un méchant, tu sais. Puis la première fois que tu... Attends, je vais peut-être te remettre, dans le fond, vas-y. rendu là, hein, je vais remettre les tunes par-dessus. La première fois que tu finis par te battre contre Magus, tu le tues pas. Tu peux, puis là, c'est encore une fois, là, c'est le bout alerte divulgachée. Tu peux le tuer plus tard dans le jeu si tu veux, mais il peut aussi se joindre à toi à ce moment-là. Évidemment, j'ai jamais osé le tuer parce que genre, il est cool. Il est super cool. Cool. C'est un magicien. C'est un puissant magicien, puis il peut se joindre à toi. Pourquoi le tuer, tu sais? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça fait que la première fois que tu le vois, c'est cette tune-là qui joue. Puis c'est une tune de combat. Hein? Ça sonne vraiment tune de combat. Puis là, ce qui se passe en fait, c'est pourquoi il a de l'air méchant, mais en fait, il l'est pas. C'est que Magus, en fait, vient pas de l'an 600. Ça a été un enfant qui vient de l'an moins 12 000, l'époque où tout le monde fait de la magie. Puis le vrai méchant du jeu, c'est Lavos. Genre le gros monstre qui vient de l'espace et qui dévore la Terre de l'intérieur. Puis lui, donc sa sœur s'est fait tuer par Lavos et sa mère s'est fait contrôler par Lavos. Puis tu dois finir par la péter, là. Ça fait qu'évidemment, lui en veut beaucoup à Lavos et il se ramasse dans une époque qui n'est pas la sienne, capturé par des monstres quand c'est juste un enfant. Puis
il fait tout ça par vengeance. Dans le fond, ce qu'il veut, c'est tuer Lavos. Puis comment il peut le tuer? Ben là, avec le temps, il finit par comprendre un peu comment l'invoquer. Puis, pour ça, il a besoin de l'aide des monstres qui connaissent la magie. Puis en plus, il se fait comme un peu élevé par les monstres aussi. Ça fait que c'est sûr qu'en quelque part, il est méchant. Mais comme beaucoup de méchants dans des jeux, ben ses intentions à la base sont assez nobles. T'sais. Puis ça fait que ça finit par le faire des choses terribles. Mais ses intentions sont assez nobles à la base. Puis, c'est ça. Ça fait que il y a une genre de rédemption plus tard quand, ils finissent par invoquer Lavos, on se bat contre lui, on perd. Puis là, tu finis par le recroiser plus loin. Puis là, les deux, vous voulez, dans le fond, la même chose. Ça fait que vous décidez de vous aider. Ça fait que c'est l'espèce de petit côté rédemption. C'est pas tant de rédemption parce qu'il y a toujours la même mission en tête, t'sais, mais tu te rends compte qu'il est pas evil comme tu pensais qu'il l'était. Au niveau de la musique, là, ce qui est intéressant, c'est que la première fois que tu le rencontres, c'est dans son château. C'est vraiment le château de Dracula. Là. Ouais, comme, oui, vraiment. C'est genre, il a de l'air d'un vampire. En fait, tu le vois et t'es sûr que c'est un vampire. T'sais. Pourtant, c'est un humain normal. Là, mais puis bon, c'est une musique de boss. Ça fait qu'évidemment, ça a besoin d'être dynamique, ça a besoin d'être guerrier. On en a déjà parlé. Épique aussi. Ce thème-là, en même temps, comme tous les thèmes de Chrono Trigger, ça a été une des soundtracks les plus acclamées par la critique. Pour la SNES. Pour la SNES. Genre... On n'en parle pas assez souvent, mais les timbales, là, dans des tunes de combat, j'aime ça. Ouais. C'est bon. Ouais, ça rajoute du dynamisme, justement. C'est comme, ça fait un peu de tambour de guerre. T'sais. Ouais. Puis, tu sais, c'est des percussions qui ont. Tu sais, normalement, une percussion ne joue pas sur une note, là. Je sais pas si tu vois vers où tu vas. Mais vu que les timbales, tu peux choisir une note avec, ils peuvent faire un peu une mélodie eux aussi ou une basse. Exactement, ouais. Un peu comme des tomes, ils sont. La note, elle se distingue pas tout le temps facilement, mais quand t'en as plusieurs qui sont accordés différemment, là, tu l'entends quand même. Ouais. Ça fait que, c'est ça, et bon, évidemment, rempli de tension, assez, somme toute, inquiétant, surtout avec l'intro, là, les petites notes d'intro avant qu'il y ait le drop de percussion. Ouais, là. Là, exactement. Puis, encore une fois, le vent sinistre. La tension. Ouais. On en parlait tantôt, oui, de tension. Il y a beaucoup de tension là-dedans. Ça reste son thème tout le long du jeu, ce qui est drôle quand même parce que ça reste un thème de combat. C'est comme pas mal le seul personnage que son thème, c'est un thème de combat. Les autres, en général, c'est soit un petit peu triste, soit joyeux, soit vraiment guerrier, mais pas nécessairement de combat. Ouais, par exemple, Frog. Mais bon, c'est ça. Évidemment, c'est aussi le seul personnage qui est facultatif dans le jeu. Vu que tu peux le tuer ou juste jamais aller le rencontrer au moment de le recruter, tu peux finir le jeu sans lui. Tandis que tous les autres, si tu suis l'histoire, tu vas finir par tomber dessus. Ouais. Sur ces personnages-là. En fait, ça, c'était mon premier méchant rédempteur. Ensuite, je vais retourner au deuxième, qui était Asgore. Donc, d'ailleurs, le nom de cette intro-là, il appelle ça Bergentrökurg. Ce qui ferait référence à des vieux contes, un ensemble de vieux contes européens. Je pense que le roi Arthur rentre là-dedans, une sorte de vieille légende, là, qui signifierait Mountain Rapture, si je ne me trompe pas. Puis souvent, c'est relié à des héros, justement, qui sommeillent loin de la civilisation, dans une montagne, dans une caverne, tu sais, dans le bon... en tout cas, je me suis pas plus attardé de ça là-dessus, mais j'imagine que Toby Fox est allé chercher un peu parce que c'est un peu ce que Asgore représente aussi, en tant que roi des monstres. Donc, pourquoi est-ce que c'est ce que j'appelle un antagoniste qui repentant, dans le fond, pourquoi la rédemption? Tout le long du jeu, c'est l'antagoniste principal entre guillemets, parce que, justement, quand tu rencontres au début Toriel qui te sauve, qui te dit non, faut pas que tu t'aventures dans l'Underground parce que les monstres ils veulent tuer les humains à cause de la guerre qu'il y a entre les monstres et les humains. Puis, donc, tous ces monstres-là qui sont dirigés par le roi des monstres, Asgore. Puis, en gros, c'est que Asgore, justement, a des raisons pourquoi il a fait déclarer la guerre aux humains. Puis, à la fin, quand tu te bats contre lui, c'est Undertale, il y a beaucoup d'endings.
comme je parlais. Et à la fin, quand tu te bats contre lui, ben, c'est finalement... Bon, t'es pas obligé de te battre contre lui dépendant des choix que tu fais, évidemment. Mais si tu te bats contre lui, il veut pas il veut pas abandonner, il veut pas que que tu fasses preuve de merci envers lui, là, ce que tu peux faire avec tous les monstres du jeu. Puis lui, il va littéralement détruire le bouton Mercy dans ton ATB, là. Ouais, c'est ça. Fait que t'es comme, oh shit, faut vraiment te battre. Puis finalement, c'est pas ton personnage qui va l'achever, parce qu'à la fin, quand tu lui dis, mettons, tu l'as battu, puis là, tu lui dis que t'as pas l'intention de le tuer, puis que, tu sais, il faut arrêter ça, cette guerre-là, blablabla. Là, il va dire, OK, bon, c'est bon, je vais t'aider à revenir, à te renvoyer au royaume des humains, puis tout ça. Puis finalement, il y a le actual méchant qui arrive, qui le backstab, là, tu sais. Ouais. Qui est comme, bon, je m'étalerai pas plus là-dessus. Mais puis même quand tu te bats contre lui au début, tu vois qu'il le fait vraiment par devoir, plus que par morale, tu sais. Okay. Puis ça, c'est quand même aussi un thème qui revient, somme toute, dans les extraits que j'ai choisis. Peut-être un petit peu moins Magus quand même. Parce que Magus, il garde un peu la même quête tout le long, dans le fond. Là, puis c'est juste ses actions qui vont changer face à tout ça. Mais donc, il est très conflictuel là, à l'intérieur de lui entre son devoir et sa volonté, dans le fond. Ouais. Il sent un peu que c'est son devoir de faire la guerre aux humains. Au niveau de la musique, encore une fois, c'est une musique de boss de fin, pas mal. C'est épique. Puis ça aussi, ça c'est très intéressant. Undertale, la musique de Undertale est vraiment, puis encore une fois, on en parle, elle est bourrée de leitmotiv. C'est presque juste ça. En fait, il doit y avoir genre 5 systèmes dans le jeu, puis tous les dépendants de la situation, c'est toutes des... C'est ça, c'est tout basé autour de ces leitmotifs-là. Puis celle-là, ce petit bout-là qu'on entend, Ouais. le padabadabam, padabadabam, ça c'est tout relié. En fait, ça c'est le thème de Toriel, justement, au début. Parce qu'en fait, on apprend que Asgore et Toriel étaient comme mariés. Ils sont genre divorcés, ils sont plus ensemble. Puis ils ont eu un enfant qui s'est a priori fait tuer par les humains, d'où la guerre, en fait. Okay. Puis là, bon, ça a changé que Asgore, lui, voulait un peu plus vengeance. Toriel voulait faire preuve plus de clémence, tu sais. Ça fait que dans leurs deux thèmes, il y a beaucoup de similarités comme ça. Des petits bouts de leitmotiv. Puis là, il y en a plein. Quand tu te mets à analyser ça, là, il y en a plein. Là, en tout cas. Il y a beaucoup de vidéos de théorie musicale sur Undertale. Il y en a une tonne et une tonne. Là. Ce petit bout-là qu'on entend aussi, c'est aussi le thème de quand t'es game over. Ah ouais? Pas joué de la même façon. Ouais, mais la même musique. Ouais. Ça fait que Toby Fox a beaucoup utilisé ça, ce qui, je pense, vraiment renforce le caractère de son génie. Exact, oui. Ce chef-d'œuvre. Et puis, c'est pas mal ça que je vais dire, je pense, pour ça. J'avais-tu quelque chose d'autre? Non, c'est ça. Fait que ça reste donc un thème qui est une musique de combat. Des timbales. Encore une fois, des genres de timbales. Ouais. Des genres de, parce que bon, ça resterait... c'est du synth, là. Ça resterait du synth, tout ça. Mais ça, c'était pour Asgore, notre deuxième repentant, notre deuxième rédemption. Et puis, je vais, avant de parler de notre chère Béatrix, je vais mettre sa toune. Donc, on arrive à notre troisième. Le thème de Béatrix, Roses of May, Loss of Me, dépendant. Tu parles? Je parle à mon cahier. Béatrix, c'est donc dans l'histoire de FF9, elle fait partie de la garde rapprochée de la reine, Queen Braun. Puis, par extension, la garde rapprochée de Princess Garnet. Donc, tout le long du jeu, en fait, la reine, qui on se rend compte, encore une fois, à l'air du gâcher, on se rend compte qui s'est fait corrompre un peu, là, qui est plus elle-même a priori. On voit jamais c'est qui elle-même, là, dans le fond. Mm-hmm. Mais bon, elle s'est fait corrompre, mais évidemment, Béatrix incarne dans ce jeu-là la dualité entre sa loyauté, son devoir
et sa morale. Encore une fois, ça fait que là, elle est complètement loyale. Elle est comme chef de la garde d'Alexandria. Qui est d'ailleurs, toutes les gardes d'Alexandria, c'est toutes des femmes, quand même. Ouais. Béatrice inclus, évidemment. Puis, dans le jeu, maintenant, on a fini par avoir son, j'allais dire son heel turn, mais c'est pas vraiment ça. Son face turn. Elle devient gentille. Parce que, là, la reine, la Queen Braun, commet un genre de génocide à Clara. Là, Bon, elle pète tout le monde, absolument. Puis, en plus de ça, elle prend des décisions qui mettent en danger la princesse. Fait que là, à partir de ce moment-là, évidemment, Béatrice va dire, ben non. Je pense qu'elle se fait ordonner de la péter, dans le fond, là, Princess Garnet. Puis là, elle finit par avoir... Puis tu sens vraiment, dans cette scène-là, le conflit qu'elle vit, que là, toute sa vie, elle a été loyale envers sa reine. Puis là, qu'elle prend la décision pour... parce que moralement, elle sait que c'est pas bien ce qu'elle fait. Puis en plus, pour la sécurité de la princesse Garnet. Fait que là, c'est vraiment un personnage qui est rempli de conflits en elle, tu sais, puis qui finit par... finit par devenir bonne, entre guillemets, à défendre les habitants lors de l'attaque de la ville principale, dont je me rappelle pas le nom. Blanc aussi. Ouais, en tout cas, c'est pas grave. Puis, c'est ça. Ça fait que c'est vraiment le côté rédemption est très là. Au niveau de la musique, c'est le seul thème. Il y a un thème de boss contre elle, mais c'est pas son thème à elle. Non, c'est au pas son sens thème, où tu l'entends les quelques fois que tu te bats contre elle. D'ailleurs, elle te pète la gueule à toutes les fois que tu te bats contre elle. Elle explose à chaque fois. Elle est super puissante. C'est vraiment ça, c'est son thème à elle quand il y a une interaction avec elle dans des cutscenes puis tout ça. C'est ce qu'il joue. Puis, là, bon, c'est pas donc une musique de boss. C'est une... Je vais reprendre mes notes. Tantôt, l'intervalle bizarre. Ouais. Et ça s'en vient à pas long. OK. C'était ça. OK. Tu comprends? Parce que tous les intervalles avant sonnent vraiment bien. Puis celui-là, il est un peu off avec les autres. Ça passe vite. Ça peut être un genre de... Celle-là. Exactement. Lui. Ouais, OK, je comprends. Ouais, c'est un peu de passage, mais oui, je comprends. Ça rajoute une petite mélancolie, peut-être, un peu à son thème. Puis, d'ailleurs, c'est ce que je m'étais noté. C'est, en fait, son thème, pour moi, reflète avant tout la mélancolie du combat interne qui l'incarne. Puis, aussi, c'est solo piano. C'est, pour moi, un des noms de cette tune-là, c'est Roses of May. Puis il y a cette espèce de côté très poétique et élégant de ce personnage-là qui se bat à l'épée puis qui est comme l'espèce de féroce beauté, on va dire. Ouais. J'allais dire. Elle a pas un eye patch aussi? Oui, elle a un eye patch. Ça, c'est cool, c'est les cool. eye patch. Ouais, très cool. C'est cool d'avoir perdu un œil. Ouais, vraiment. Ça, c'est le genre de personnage que t'es comme... je pense que tu peux la contrôler dans un combat, peut-être une fois ou deux dans des combats événementiels, là, vraiment. Mais tu te dis, pourquoi elle vient pas être nous autres? C'est comme le général Léo dans FF6. Oui, exactement. T'es comme, ils sont juste... Il vient jamais dans ton équipe, puis ce personnage est trop fort de toute façon. Ouais, de toute façon. Ça marcherait pas. Je me rappelle pas du nom de son attaque qui fait genre 9999. Je sais plus, ouais. Mais t'as... C'est pas Climazor, genre? T'as Clim Hazard, ouais. Tu sais, c'est toutes des attaques qu'elle a, puis plusieurs de ces attaques-là, Steiner, il les a. Ouais. Je pensais, pendant 2 secondes, je pensais que son nom c'était Seymour, comme Seymour Skinner. Steiner! Donc, c'est ça. Le thème, je trouve, représente, comme je disais, la mélancolie de son combat intérieur. L'accompagnement à ce moment-là du piano, à la main gauche, là, c'est des accords plaqués. Ça représente ça évoque la stabilité. Ouais. D'où son rôle, qui se doit d'être martial et stable. C'est une garde, c'est la chef des gardes. Et tandis que la mélodie évoque un petit peu plus le côté lyrique et poétique. Comme tu as déjà parlé de mélodie chantée, là, oui. ça, c'en est une. Ça, c'est très chantant. Ouais. Ça chante très bien. Ça chante très bien, effectivement.
On le fera pas, là. Ben, moi, je le ferai pas, en tout cas. Non, mais même moi. Je le fais des fois, là. Toi, tu le juste fais pour... bien, tu sais. Je le fais pas tant bien. Je le fais juste pour, comme... Tu sais, le bout où ça fait ça. Ouais. Bon. Aussi, Roses of May, la rose est très associée à ce personnage-là. Puis les roses de mai, pour moi, ça incarne vraiment le renouveau de la belle saison. Ah, oui. Je trouve que ça fit quand même avec le personnage. Avec le personnage. Ça fait que, ben, c'était ça pour mes extraits et mon fil. Ben, c'est très bon. Ouais. Maintenant, c'est à mon tour. Personnage pour mon rédempteur. Mini-game. Yes! OK, deuxième game. Là, c'est moi qui va jouer cette fois-là. Là, Ça fait que, tu veux-tu que j'y aille tout de suite avec ton premier extrait? Vas-y, j'ai assez hâte, là. Parfait. Il est juste ici. Oh, je l'aime tellement, cette tune-là. Donc, on écoutait la pièce Terran Team 1. D'ailleurs, fun fact, toutes les chansons de StarCraft, c'est juste Protoss Thème 1, Protoss Thème 2 et compagnie. Donc, c'est le thème des Terran, les humains. Les terriens. Du jeu StarCraft, un jeu de stratégie en temps réel qui a été publié et développé par une grosse surprise Blizzard Entertainment en 1998. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Ben oui, c'est le verglas, ça. C'est le verglas. 98. Ouais, moi, j'ai joué à la version au 64 beaucoup avec des amis quand j'étais plus jeune. Ouais. Puis c'était quand même un bon port. C'était un peu laggy, là, mais on pouvait jouer en split screen. C'était ça qui était insane. Tu peux jouer à StarCraft en split screen sur une console. Les contrôles étaient un peu shady. Ouais. Pour les RTS, c'est pas l'idéal. Touché, hein, quand même. Là. C'est... Ouais, donc, la musique a été composée par Jason Hayes, Derek Duke, ça c'est un de mes prefs dans les trois, yes. Et Glenn Stafford. Dans le fond, Derek Duke, c'est lui qui a fait la musique pour les Zerg. Les deux autres ont fait la musique pour le reste en général. Aussi, un autre fait intéressant de ce jeu-là, c'est que la majorité des compositeurs, c'est eux qui font les voix des units dans le jeu. D'ailleurs, Glenn Stafford prête sa voix, et je l'ai ici, au Wraith, au Zergling, au Scout et Reaver et plusieurs autres encore. Wraith et au Zergling. Ouais, Derek Duke, c'est lui qui fait la voix de l'Overlord. Okay. Ça a été rajouté avec des bruits de chevaux, ça a de l'air. Ah, ok. C'est vraiment une scène. C'est un bon rabbit hole de découvrir qu'il y a très peu de voice actors. C'était beaucoup les compositeurs qui ont fait les voix. Les gens peuvent être créatifs en esti. Tu sais, la voix du Wraith, là, qui est genre Wraith, du fond de la gorge. J'ai écouté Glenn Stafford parler, puis il parle pas tant de même. Mais il y a aussi, je pense, ça me fait penser que les voix de Terran dans toutes les unités ont il y a un petit filtre pour faire une genre de distorsion de communication sur le téléphone. Vrai. Et ils ont tous un filtre différent, chaque unité. Ouais. Puis comme je me rappelle, la Medic, ça ressemble comme si elle parlait dans un genre de page ou je sais pas quoi. Là, la CV, ça a l'air du téléphone. Ouais, le Goliath, c'est vraiment robot. C'est très robotique, genre, ça vient vraiment d'un fond de cacane de métal. C'est très cool. Battle Cruiser, très clair. C'est lui qui a le meilleur micro de la gang. C'est lui qui a le meilleur mic, Lui pourrait streamer mon Dieu. Le Battle Cruiser et la Valkyrie, là, c'est mes deux voice actresses préférées, là, je pense. Donc, il y a une des inspirations de cette pièce-là, que c'est présumé par notre ami Reddit. Ça serait la chanson Lesbo de Goblin. Je vais la mettre dans la playlist. C'est vraiment, ça se ressemble beaucoup. Il y a d'autres chansons qui ont été mentionnées comme inspiration, mais vraiment, Lesbo de Goblin, ça ressemble vraiment beaucoup. Goblin, qui est un gros groupe de musique dans le monde de l'horreur italien, parce que c'est un groupe de rock progressif italien. Alors, on les entend souvent. D'ailleurs, je pense que c'est eux qui ont fait certaines pièces du film Dawn of the Dead, le vieux, pas le nouveau. Le vieux qui était fait dans les années 80. 70, je sais plus. Mais c'est une théorie vide, ça vient d'Internet. On le prend ou on en laisse.
Sinon, c'est une bande sonore qui est vraiment très rock progressif et beaucoup de synth. Le mot d'ordre, dans le fond, quand ils ont créé la bande sonore du jeu, ça a été une ambiance qui est comme gloomy mais groovy. Genre, tu sais, comme un peu... tu sais, genre... on utilise beaucoup de temps avant de le faire. Ouais. Mais gloomy, j'ai la misère à le dire. Là, un peu, genre... je sais pas, mystérieux, mais groovy. Faut que, tu sais, comme tu joues à un RTS, là, tu veux que ce soit actif. Oui, puis surtout les humains. Surtout les humains. C'est de la musique auquel tu veux un petit peu peut-être t'identifier. Hey, mais les Zerg, c'est métal, là. Il y a la toune de Brood War, qui est Zerg 4, là. Il y a des gros solos de guide dedans, c'est super bon. Il y a juste les Protoss qui ont vraiment un... Je pourrais m'en dire leur style musical à eux, là, le style il y a comme Protoss, beaucoup de genres de chœurs un peu... Oui. C'est très aérien. C'est très... Oui, on parlait de vide dans l'épisode sur la nuit. Là, c'est très... Ouais, il y a beaucoup d'échos. Il y a beaucoup d'effets sur la genre de pads. Ils sont comme mystiques. Ouais, c'est ça. Il y a un truc très, très mystique. Je vais mentionner rapidement, il y a eu une entrevue avec Derek Dio en 2019 avec Game Informer qui parlait un peu de sa façon d'avoir créé la musique pour les Zerg. Parce qu'on entend que les Zerg, c'est juste des bedettes. Genre, ils sont dégueux. Là. Je sais pas si tu as déjà vu le film Starship Troopers. J'allais en parler. Okay, je te laisse. Non, j'allais juste mentionner comme dans Starship Troopers, on se rappellera, qui est le film de StarCraft qui n'a jamais été un film de StarCraft. Ouais, c'est ça. Avant StarCraft d'ailleurs. Donc, c'était une personne qui était sous contrat, qui s'est inspirée d'ailleurs de la bande sonore de Quake pour faire la musique des Zerg. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gits, c'est très métal, c'est très rock. On voulait quelque chose qui était troublant, mais musical et mélodique. Aussi, la première soumission de Derek Dio qui a été refusée parce que c'était trop space. Et dans l'entrevue, il dit la première chose que j'ai envoyée, il manquait une mélodie dans ce que je jouais. Fait que c'était juste des sons, puis c'était bien funky, incompréhensible. D'ailleurs, il y a toujours les premiers enregistrements, puis dans l'entrevue, la personne demande évidemment est-ce qu'on peut les écouter, puis il a dit non. Puis j'étais vraiment déçu. Puis sinon, c'est ça. J'ai écrit pas juste des blips puis des bloops. C'est ça, c'est ce qu'il a demandé. C'est pas juste ça. Puis finalement, juste un petit fait cocasse dans l'entrevue. Après, à toute fin, il fait écouter comme un cover d'une tune de StarCraft, puis c'est super gênant. Derek Doug, ça y tente pas, là. C'est fini l'entrevue, là. Sac ton cas de chez nous, là. Fait qu'il y a beaucoup, dans ce jeu-là, de build-up musical, là, les pièces commencent un peu lentement, puis ils vont tranquillement devenir très, très, très actives. Là. On le voit beaucoup dans les tunes des Zerg puis des Terran, là, comme on a entendu au début de Terran 1. C'est très long, c'est très smooth, puis là, ça devient jazzy, rock, puis ça part, donc... Puis sinon, c'est ça. C'est la musique qui a été composée sur Cubase, qui est un programme pour faire de la musique qui était très populaire à l'époque. C'est encore assez populaire. Ah ouais? J'ai une couple de gens que je connais qui, a priori, en tout cas dans les dernières années, c'est encore ce qu'ils utilisaient. OK. Pour enregistrer, enregistrer. Beaucoup pour enregistrer, mais je pense que c'est assez complet, c'est assez professionnel. Comme, tu sais, mettons, moi, j'utilise Reaper parce que c'est... Parce que ça a un nom cool. Parce que je suis dans le free trial depuis 4 ans. T'sais. Comme WinRAR. Comme WinRAR, exact. Mais c'est ça. Ça fait un job, mais Cubase, c'est une coche au-dessus. Une coche au-dessus, ouais. Comme le logiciel de traitement de son. Et Glenn Stafford, finalement, c'est Monsieur Blizzard. Là, il a fait la musique pour la majorité des jeux. Il a même participé dans la musique de Diablo 1. Diablo 1, je sais pas, mais 2, 3, 4. 3 et 4, je suis pas mal sûr que c'était lui le directeur musical ou un truc du genre. Donc, on peut aller avec mon deuxième extrait. Certainement. Qui va peut-être rappeler des mauvais souvenirs à des gens qui ont joué à ce jeu-là. Je vais remonter ça tout de suite. On écoutait la pièce Champion Sentia Battle Music, qui a elle aussi plusieurs noms sur YouTube, mais j'ai choisi le plus commun de tous, du jeu Pokémon Diamond, Pearl et Platinum. Donc un Pokémon, si vous savez pas c'est quoi, c'est un jeu de rôle qui a été publié et développé par Game Freak, publié par Nintendo et développé par Game Freak, qui est sorti lui en 2022. C'est la génération 4, si vous vous demandez. Donc après Ruby et Saphir, avant je le sais plus, je pense Black and White. Moi, j'ai arrêté pas mal à 3, fait que
Je connais maintenant tous les Pokémon, mais c'est la génération que j'ai le moins joué 4 ans par temps. Donc la musique a été composée par Go Ichinose, Junichi Masuda. Junichi Masuda qui est le compositeur du premier jeu, de Pokémon Rouge et Bleu. Ensuite, il a participé à toutes les autres de toute manière. Et il y a aussi Hitomi Sato, qui était elle aussi qui est très impliquée dans toutes les bandes sonores de Pokémon. Go Ichinose, il est là depuis Crystal, donc Gold, Silver, Crystal, génération 2. Je pense que c'est plus facile de dire comme ça que juste dire des couleurs puis des métals random. Donc, c'est aussi, je le mentionnais à Pitch plus tôt, c'est le deuxième jeu de handheld console, là, donc Game Boy et compagnie qu'on parle. Ouais. Parce que comme j'ai déjà mentionné dans le passé, la chip sonore des Game Boy de ce monde est vraiment pas très bonne. Surtout le premier, là. Ouais, donc on fait affaire ici avec la Nintendo DS qui avait accès à 16 canaux sonores, qui était un premier vrai upgrade comparé au passé. Pour vous mettre en situation, le Game Boy Advance c'était 6, puis à cette époque-là, la GameCube c'était 64 canaux sonores. Donc c'est cela. Donc j'ai écouté une autre vidéo de notre ami de 8-Bit Music Theory à propos de cette pièce-là. Ça tombe bien parce que la tune elle l'ouvre pas. Donc, je la repartirai si tu veux. Tu sais, le combat contre Cynthia, c'est le gros combat là, de l'Elite Four dans ce jeu-là. C'est comme le combat qui a traumatisé une génération complète. Moi, je l'ai pas fait que semble-t-il qu'elle est super puissante. Mais Okay. c'est un des derniers combats du jeu, évidemment, qui est super puissante. Puis on veut une musique qui est comme endiablée. Là, on veut quelque chose on sait qu'il est... Comment je peux dire ça? Il y a une attente que ça va être difficile. Tu peux la remettre, tu vas pouvoir parler un peu par-dessus. Donc, on commence ça, par quelque chose de plus... relax, non, là. Juste la base. Oui. Donc, là, je vais aller dans des théories musicales un peu. On va commencer avec ce qu'on appelle un genre, dans le 8-Bit Music Theory, un genre de mode phrygien, qui est pas une gamme, pas un mode classique de gamme, donc une gamme majeure qu'on connaît, qui est de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Le mode phrygien, il est là pour mettre de l'intensité en l'utilisant. Il dit que c'est la seconde qui est en mineur. Hein? Ouais. Donc, à la place d'avoir un Do, Ré, Mi, ça serait Do, Ré bémol ou Do dièse, Mi. Sinon, un bon truc pour les modes comme ça, là, c'est que le phrygien, il appelle ça le mode du 3e degré. Ça, c'est-à-dire que, mettons, si tu joues en Do majeur, tu ne fais que les touches blanches. Tu pars de Mi, puis tu vas jusqu'à l'autre Mi en faisant juste les touches blanches. Okay, ça va donner phrygien. Fait que Mi, okay. Fa, dans le fond. Ça, c'est un bon... Fait que le but là-dedans, c'était pour de mettre de l'intensité selon 8-Bit Music Theory. Ensuite, on arrive avec trois... J'ai marqué verse. Trois petits morceaux rapides qui se suivent, dont le troisième se termine en majeur. Donc, on reste dans ce qui était le mode phrygien, donc l'espèce de mode un peu inquiétant, pour finaliser sur un majeur, pour donner un sentiment d'aisance. Là, on revient à la maison. On a déjà parlé. Souvent, quand on revient en majeur, c'est un mode qui est confortable, qui est bon à l'oreille, qui sonne super bien. C'est super relax. Pour ensuite, on se résout vers une gamme majeure, comme je disais, pour ensuite shifter en dehors de nulle part en Do mineur. Donc on retombe dans une gamme mineure. Fait qu'on revient à comme un mode intense, inquiétant. C'est comme si c'est super puissante. C'est ça ce qu'on voulait traduire là-dedans. Genre. Pour aller vers un autre truc qui est encore Nerd Alert, là, je vous le dis tout de suite, c'est très Nerd Alert tout ce segment-là, vers la gamme hongroise, qui est elle aussi dans la famille des modes phrygiens et compagnie, qui est une gamme qui est un peu inquiétante. D'ailleurs, le mode phrygien est souvent utilisé dans la musique tzigane, dans la musique espagnole, c'est très fréquent, genre. Dans la pièce, on remarquera qu'il y a une basse qui est très oppressive. Là. Genre, la ligne de basse, quand on l'écoute, elle prend beaucoup de place, puis elle est très forte, là, puis elle va all over the place. Là. Puis il y a aussi que la mélodie... attends, je l'ai noté ici. Il y a un moment donné que, justement, la ligne de basse a continué à suivre, justement, ce que je parlais de la gamme hongroise. Ce bout-là, la mélodie est en majeur pendant ce temps-là. Donc, avant ça, vraiment flyer là. Fait qu'on a une basse qui est dans une gamme vraiment funky avec une mélodie qui est en majeur. Puis, je veux pas divulgacher parce que ça va avoir rapport avec mon sujet, mais en gros, c'est ça. Donc, l'expression qu'il a utilisée 8-Bit Music Theory, c'est que la musique se moque de toi. Genre, la toune, elle veut un peu dire que, tu sais, ça va être tough, puis tu seras pas capable. Genre, puis c'est une bonne transposition du sentiment, tu sais. Il y a un sentiment, ça évoque le stress, ça évoque la tension, ça évoque aussi le fait que c'est épique, là. C'est ton dernier combat avant à la touche. Je sais pas si c'est la dernière à la fin du jeu ou...
C'est stressant, Peu en tout cas. Ça, c'est C'est sûr. vraiment stressant comme tune, mais les tunes de Pokémon sont vraiment bonnes pour ça. Ouais, c'est vrai. Fait que, dans le fond, cette pièce-là, c'est principalement Jirishi Masada et Hitomi Sato qui l'ont faite. Comme je disais, Jirishi Masada, c'est lui qui a composé la musique de Pokémon Rouge et Bleu, donc la Gen 1. Il y a beaucoup là, je vais y aller très rapidement. Il y a beaucoup de ressemblances entre ces deux-là. C'est des lignes de basse, comme je dis, oppressives. La basse est vraiment présente dans les tunes du 1, de la Gen 1. Aussi des progressions d'accords similaires, que je ne rentrerai pas dans le détail aussi. Puis le fait d'utiliser du mineur avec une ligne principale en majeur, c'est très Pokémon. C'est très Jirishi Masada. Je vous conseille le vidéo qui va être encore une fois dans la playlist. Très intéressant. Désolé pour ce très long nerd alert. Je pense que ça avait sa place dans le podcast des fois d'arriver dans le Ça a toujours sa place. On peut y aller avec le dernier extrait. Yes, la toune avec un nom en japonais. Ah ouais, je me prépare. J'ai de quoi de cool là. Juste dire, là, à date, j'ai T'es de la misère en maudit à savoir c'est quoi. C'est un peu tough. Mais on écoutait ici le Olberi de Warrior de Octopath Traveler, ou je sais pas si je vais être capable de le faire, où elle avait en japonais c'est. Parfait, ça avait Yes. super bien marché. Merci Google Translate. Merci Google Translate. Parce que j'ai cherché sur YouTube pendant des heures sans trouver pour finalement réaliser qu'il l'avait en version officielle mais en japonais. J'étais genre bon. Donc, Octopath Traveler, que je vais y aller très sommairement, c'est un jeu qu'on a déjà parlé. C'est un jeu de rôle qui a été développé et publié par Square Enix en 2018. Le compositeur est encore Yasunori Nishiki, qui a signé les deux Octopath Traveler, le remake de Final Fantasy VII et Kingdom Hearts. Grand compositeur de musique de jeu. Kingdom Hearts aussi, qui a une bande sonore complètement incroyable, que je recommande. Il y a plein de monde qui ont déjà joué. Moi, j'ai jamais joué. C'est pas vraiment un truc qui m'attire, les trucs de Disney en général. Fait que... Donc, disons, si... T'as aucune idée, hein? C'est vraiment niché. J'ai des idées, Ok. mais explique ton truc, puis après ça, je sais ça. Pas mal rendu au stade qu'on va en parler, mais... Ok, ben regarde, je vais m'essayer, mais j'imagine que ça a le rapport avec la musique en tant que telle, Ouais, vraiment. ça a rapport avec là. la musique. Contrairement à moi. Non, c'est pas rapport entre les jeux. Ok. c'est ça. Ben, est-ce que c'est... parce qu'au début, avec les deux tunes, j'étais comme, c'est comme le prog, mettons, là. Mais Ah. là, c'est des pièces qui modulent beaucoup. Oh, il l'a trouvé! Yes! Il l'a trouvé! Wow! Et oui, ma thématique, c'était la La modulation. modulation, ouais. The thing is que j'ai eu peur de me tromper parce qu'il y a beaucoup de trucs en musique qui ressemblent à la modulation. Juste le simple fait de changer de gamme, c'est pas seulement une modulation. On va en parler de toute manière. Donc, la modulation, le but, c'est de mettre une distance ou de mettre un impact dans ta musique. Donc, il y a un changement soudain, comme dans la tune de StarCraft au début, pendant que ça devient vraiment lit, puis que ça change de gamme ça monte un peu plus aigu. Ouais, tu peux même couper, je pense que c'est à 30 secondes pour le truc de StarCraft. Hey, je suis tellement content que tu l'aies trouvé. J'avais vraiment peur que tu trouves Tu pas. veux-tu que je mette un autre pour entendre ça? Ok, on va mettre celle de StarCraft. Ok. Puis on va, je vais parler un peu par-dessus. Oui, je vais la laisser l'eau. Bon, avec la modulation, c'est pour créer un côté qui est vraiment soudain. Ça a une répercussion dans la musique, dans l'oreille. Puis l'avantage de la modulation aussi, c'est que ça permet de filtrer, de faire un fil d'émotion dans ta pièce. Parce que moduler, c'est vraiment soudain. Là. Normalement, on joue une pièce qui est en Do majeur. On va rester en Do majeur la majorité de la chanson. Mais si, out of the blue, on décide d'aller vers une autre gamme, ça va plus l'écart entre les deux gammes. Je vais faire un petit cours de musique rapide. Quand vous lisez une partition, au tout début, il y a ce qu'on appelle une armature avec la gamme dans laquelle on joue. Donc, s'il y a Do, il n'y a pas de dièse, il n'y a pas de bémol. Si on est en Sol, tantôt, comme on parlait, il va y avoir un dièse qui est Fa. Là, j'ai eu peur pendant 2 secondes de me tromper. La modulation, elle s'en vient pas long. C'est là. Fait que vous l'entendez, la pièce, elle change, comme on dirait qu'elle va jouer plus aiguë, c'est ce qui est le cas, mais Ouais. elle change aussi toute son armature pour respecter la nouvelle gamme dans laquelle elle va jouer.
C'est le même thème C'est le- qui a modulé. Exactement. C'est probablement la modulation la plus évidente parce que c'est le même thème. Elle Il y le a fait, quelque chose. puis elle le fait aussi, ça arrive d'un coup, C'est là. soudain, c'est Ouais. ça. Exactement. C'est rarement une transition lente. Parce que dans le fond, il faut qu'entre les deux gammes qu'on utilise, entre les deux tonalités, il faut qu'il y ait un accord pivot entre les deux. C'est-à-dire un accord qui va permettre ta transition vers l'autre gamme. Tu peux pas juste faire... Ben, tu peux. Il y a différents, là, il y a différents procédés pour moduler. Habituellement, tu as un accord ou une séquence d'accords qui sont pivots, qui vont remplir différentes fonctions dans la tonalité de laquelle on vient et dans la tonalité dans laquelle on s'en va. Exact. Tu as les deux, mais tu sais, avec, bon, évidemment, aujourd'hui, tu fais un peu ce que tu veux. Le vrai, classique modulation de Cheesy, les tunes très pop, qui vont moduler, tu sais, mettons, on module un ton en haut, tu sais, c'est d'un coup. J'allais parler de Sous le vent. Exactement. Sous le vent qui est une chanson emplie de modulation. Exactement. Ça représente très bien ce genre de modulation dans la musique Très- pop. Puis là, ouais. on le ressent tout, là, ça devient encore plus intense. intense. C'est ça. Je te laisse. On reviendra pas sur la tune de Pokémon parce que je pense que sa modulation est vraiment difficile à comprendre. Ouais. Mais tu peux... ouais, c'est vraiment... Genre, je pensais, puis j'étais comme, déjà à base, c'est tellement pas une tonalité fixe. C'est vraiment pas genre, facile. c'est Mais ça, t'es en comme, fait, je peux l'expliquer, mais en fait, quand la pièce change vers une gamme majeure, c'est la modulation est là. Ok. C'est là, elle reste en majeur vraiment pas longtemps pour retourner après ça dans la gamme hongroise, puis après ça, retourner en majeur un peu. C'est ça la modulation. Le but, c'est pour créer l'intensité. Ça marche dans cette tune-là. Il y a aussi la bass puis le drum pas rapport, là, mais ça l'aide à mettre de l'intensité. Et tu peux remettre la tune de... Je Oui. le dirai pas en japonais. Là. Oui. Olberic de Warrior. Puis d'ailleurs, faut dire en général, là, dans la musique, tous les extraits qu'on met, c'est rare que ça module pas du tout. C'est rare. Tu sais, comme je t'expliquais hors d'onde tout à l'heure, Mhm. des fois, ça module pas nécessairement complètement. Puis ça dépend tout le temps de la façon dont tu analyses ça aussi. Là, je ressors, je dépoussière mes vieux cours d'analyse qui m'ont fait rusher à l'université, là, mais des fois, on va juste emprunter une formule à une tonalité qui est proche ou loin des fois, mais habituellement, c'est relativement proche. Puis des fois, on fait juste emprunter un petit peu, puis on revient à la maison après. Ça va juste rajouter un petit quelque chose. Des fois, on module complètement, puis ça va monter pour changer. Des fois, on s'en va complètement ailleurs. Il y a un peu de tout, là. Des fois, c'est juste un simple changement de tonalité qui est comme pour revenir à la maison, comme tu dis. Tu peux mettre Olberic. Ouais. Elle, c'est au tout début, puis ça le fait 2 fois, donc. Donc, on commence dans la gamme principale. Puis après, là, ça va moduler une première fois ici. Pour ensuite... Exact. Pour ensuite, ça va revenir à la gamme d'origine. Puis, hey! Surprise, motherfuckers! Remodulons à nouveau. Mhm. Et voilà, une autre modulation pour rendre ça épique. Ouais. Pour, Puis tu vois, au début, moi, vite comme ça, j'aurais tendance à croire que la première partie emprunte beaucoup aux tonalités proches. Ouais. Puis qu'après ça, tu as une modulation qui est vraiment une scission qui est faite. Très Je claire. veux pas avoir l'air d'être en amour avec cette chaîne YouTube-là, mais dans 8-Bit Music Theory, ils disent que la musique d'Octopath Traveler, c'est un cours complet sur la modulation. Il y en a vraiment beaucoup. Je le mettrai en aussi dans la playlist. OK. Fait que c'est ça. Hey, je suis content que tu l'aies trouvé. Ouais. Je m'étais dit, j'allais peut-être trouver un truc musical. Il est fort. Ben oui, t'as bien fait. Puis, ouais, c'est vraiment cet extrait-là qui m'a fait, OK, ouais. J'ai mis le plus évident à la fin. C'est ça. Là, je suis comme, OK, ouais, c'est la seule chose qui va me popper dans la face. Donc, on en serait donc rendu à notre segment À quoi qu'on game ces temps-ci. À quoi qu'on game Quel jeu nous met en ces temps-ci? colère ces temps-ci? Le maudit serveur. Hey, mais c'est le fun, par exemple. C'était un bon... en plus, t'avais l'air tantôt de pas être sûr, finalement, de ton... J'étais pas sûr. Puis j'étais comme... mais je comprends, c'est parce que t'es comme, ça module-tu pour vrai? Ou genre... Ou c'est juste un changement de tonalité. C'est ou ça. juste Ben, un un changement de emprunt. tonalité, c'est modulé. Ok, à la ok. base, tu sais. Fait que... Puis comme je te dis, la plupart des tunes de ce bas monde modulent ou ouais. empruntent à des tonalités proches. tu sais. Surtout, Fait que, comme tu disais, dans la pop, c'est un truc vraiment commun qu'on va entendre à Très. qui mieux. Là, parce Sous le vent, j'aurais pas pu penser à un meilleur exemple. Ah, c'est que le ça. meilleur exemple. Belle de Notre-Dame de Paris. Belle, c'est ça monte tout le temps en Ouais. intensité. 4 modulations, Ah une ouais, par ouais, personnage, puis une à la toute fin. Ouais, c'est ça, exact. Puis ça, tu vois, c'est somme toute un procédé que malgré... Quand j'ai étudié la musique, il y a beaucoup... on a beaucoup
travailler sur l'analyse de démodulation, les différents procédés. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas touché à ça, il faudrait que je ressorte mon vieux cartable, là, mais tu as beaucoup de façons de le faire. Puis tu as des façons, tu sais, comme quand on parle, mettons, de Bach, c'était un génie, mais tu sais, si tu connais pas Bach, t'écoutes, t'es comme, ouais, tu sais, whatever. Ouais. Ben, c'est un peu pour ça aussi. C'est parce que, mettons, tu dis, écoute la façon dont il est modulé, puis tu sais, il va aller chercher des choses dont jamais tu aurais été proche de penser. Ouais. Puis ça, c'est un exemple. Ça fait que, il y a un petit peu le snobisme de genre la musique, grosse musique pop qui fait juste moduler pour monter d'intensité. Ouais. Puis c'est parce que ça marche, c'est ça le pire. Ben, Là, c'est c'est ça, que ça marche. là, C'est un procédé musical vraiment commun. Ah ouais. Il y en a dans toutes les tunes, on s'en rend juste pas compte. À l'oreille, comme de quelqu'un qui a pas de théorie ou qui connaît pas le terme modulation. Moi, j'ai utilisé ce terme-là vraiment beaucoup avant sans savoir vraiment c'est quoi. C'est commun. Ça l'aide à, comme on disait, ça fait un fil conducteur dans la musique. Ça crée un changement dans l'émotion. Tu sais, comme dans Albéric, ça rend la pièce encore plus épique. Là. Ouais, Quand ça ouais, remonte, là, t'as comme le goût d'aller te battre avec Albéric. Tu sais pas pourquoi, mais t'as le goût de te battre. Ben oui, c'est ça. Ça vient vraiment. Ça ouvre un monde de possibilités, en fait, plutôt qu'à se restreindre à une petite tonalité. Puis les façons de le faire, si mettons, je prenais le temps d'analyser. Ça fait longtemps que je n'ai pas analysé des tunes vraiment officiellement, là, mais si mettons, je prenais le temps de l'analyser, je pense que je pourrais trouver bien des affaires dans ce genre de tunes, surtout celle-là en particulier. Là. Puis tu sais, faire rapidement là-dessus, dans le deuxième extrait, celui de Pokémon, au lieu de vouloir mettre une intensité de l'épicité dans la tune, là, c'était pour mettre un sentiment de aise, pour après ça te remettre dans le malaise. Donc, d'aller tension, détention, tension, détention. On en parle beaucoup de la tension en musique. Oui. Donc, c'est ça. Maintenant, à quoi qu'on game ces temps-ci? À quoi qu'on game ces temps-ci? Mettons cette tune très, très, très tranquille et aimante. Oui, maintenant. la tune qui s'appelle « Il est où tout le monde? » Donc, on écoutait la pièce Where is Everyone de Project Zomboid, un jeu qui a été développé et publié par The Andy Stone en 2011 et qui me met autant en tabarnak depuis la même année. Ouais. Donc, c'est un jeu de survival horror en monde ouvert qui a été conçu au Canada et en Grande-Bretagne ensemble. Donc, dans le fond, c'est un jeu, comme c'est difficile à décrire, mais on joue Monsieur Tout-le-Monde, ce qui était l'objectif à la base des créateurs du jeu. On joue pas un héros, on joue pas quelqu'un qui est immunisé, on joue un électricien, un gars pas de job, un gars qui fait des podcasts, un burglar. Tu peux jouer un policier, un vétéran, tu peux jouer aussi un burger flipper, du frit à l'or, ces affaires-là. Donc, le but, c'était de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui doit faire face à une invasion de zombies, finalement, une épidémie qui frappe le Kentucky. Puis, dans le fond, comment cette personne-là pourrait réagir? Donc, on est malheureusement la dernière personne sur Terre quand on joue en monojoueur. Oui. Il n'y a aucun autre humain qui reste. Et il y a des zombies partout. Donc, il y a tout le temps une menace qui transparaît beaucoup dans la musique du jeu. C'est vraiment, vraiment bien fait. D'ailleurs, c'est des gens qui ont débuté avec des mods des Sims 3 à la base. Puis ça se voit beaucoup dans l'esthétique visuelle du jeu qui est très les Sims. Oui, ça a plus l'air du 1. Ouais, ça dans le visuel, mais c'est les Sims avec zombies. Ouais, à côté. Dans le temps que je streamais Project Zomboid, il y avait un viewer français qui venait tout le temps me dire « Ah, tu joues au Dark Sims parce que ça ressemble tellement, les bâtiments, les meubles, tout ça, à part ton personnage qui est en belle 3D maintenant. Là. Ben belle, en tout cas, en 3D. Oui. Donc c'est ça, le concept d'être une personne ordinaire. Aussi dans la narration du jeu, la musique est importante. Le jeu fait une bonne narration par lui-même, des moments de tension qui sont suivis par des moments de risque, qui sont suivis par des moments d'euphorie où tu meurs dans tout ça. Oui, d'ailleurs, j'allais dire, le jeu se présente dans le fond quand ça load puis le chargement du jeu est fini. En fait, quand ça dit en plein milieu,
This is how you died. C'est comme ça que tu vas mourir. Parce que tes chances de mourir à ce jeu-là sont vraiment, vraiment élevées parce que tu restes juste un humain qui peut se faire cruncher une morsure. À c'est tout fini. moment, même si t'es rendu super puissant à la fin du jeu. Même si t'es rendu super puissant, même si le serveur te ping à 300. Ouais. J'ai une crotte sur le cœur. Là. Genre, on jouait sur un serveur puis je m'en l'air. Bref, donc la musique qui progresse avec les actions du joueur. Maintenant, en plus, depuis la création du Build 42 qui est en travail constant, il y a même de la musique quand t'explores qui va devenir de plus en plus intense selon ce qui se passe, comme si tu vas dans un sous-sol, si une place n'est pas éclairée. Puis la musique de combat qui est le classique. Dans le fond, il n'y a rien de mieux que de faire de la mécanique en plein milieu de la rue puis d'entendre la toune de combat tranquillement, fade in dans ce qui se passe. T'es comme. Puis des fois, elle part pour rien. Oui, des fois, il n'y a personne. Pour créer de la tension. Ben oui. Parce qu'elle veut pas. T'es en train de faire de la mécanique, mon chum. Hey, écoute ça. Donc, ouais, il y a une bande sonore qui est super intéressante. Je veux pas tout couvrir ce qu'on voulait dire ensemble, là, mais très banjo. Oui, pas dans celle-là. Là, il a fallu choisir une toune d'ailleurs. Puis là, bon. Moi, j'ai pris celle-là. On parlait tantôt de l'inspiration au niveau de la musique de la série de 28 Days Later et compagnie. Je remets le début. Tu me permets d'en parler un petit peu. Parce que qu'est-ce qu'on entend au début? Bon, c'est du piano solo. Donc, comme tu dis, ça reste... Il y a beaucoup de vide. Mm-hmm. Le vide parle plus fort qu'on pense. Ouais, vraiment, vraiment. Puis ça commence avec une quinte suivie d'un triton. Ouais, on parlait du triton tantôt. Du triton. Ça fait vraiment le côté lugubre du post-apo. Là, que tu es le dernier humain sur Terre. Tu es le dernier humain sur Terre. Puis même ça, on s'entend, c'est une toune qui joue dans des moments où tu te bats pas contre un zombie. Là, mais c'est quand même stressant. C'est pas reposant. Puis tu sais, ça rappelle vraiment... Pour moi, t'as des thèmes... Pour moi, ça fait tellement zombie, là, justement, avec la série oui, c'est ça. C'est les demi-tons, les tritons sont mis à l'honneur. Ça nous met pas à l'aise, ça nous désarçonne. Les silences, tout ça, ça crée une tension. C'est ça le but. C'est que les gens sont tendus en écoutant ça. Il y a aussi très subtilement, quand on l'écoutait, je l'ai remarqué tantôt avec les écouteurs, il y a aussi des pads qui jouent vraiment subtilement au loin, qui fade in puis qui fade out pour fitter avec la tune qui s'appelle Coudon, je suis le seul humain sur Terre. Exact. Pour comme entendre au loin des cris. Parce que dans le jeu, il y a aussi des événements qui arrivent. Des fois, tu entends des balles de gun qui sont tirées dans un quartier plus loin. Des fois, c'est quelqu'un qui crie. Celui-là, je l'adore parce qu'il te fait le saut à chaque fois. Pour vrai, il fait le saut, Il y a quelqu'un, puis tu sais, comme plus la personne est loin, plus tu l'entends au loin, évidemment, mais des fois, tu es vraiment proche de la source de l'event qui fait le bruit, fait que tu entends crier super fort dans la maison à côté. Mm-hmm. Il y a le son du tonnerre aussi, on en parlait hier, on en parle souvent dans ce jeu-là. La conception sonore qui est complètement ahurissante, les pas de ton personnage dans le gazon, dans l'asphalte, maintenant c'est tout le temps différent. C'est un jeu idéalement, là, tu joues à ça avec des écouteurs. T'entends exactement le surround, d'où vient le son. Puis c'est pour ça, moi, le tonnerre, hier quand on jouait puis qu'il y avait un orage en jeu, moi, j'étais chez nous, ici, avec mes écouteurs, puis des fois, il venait de loin à gauche, des fois, il était vraiment proche, à droite, un peu en avant, puis au point où des fois, il fallait que je me retourne pour voir s'il n'y avait pas un orage en vraie vie. Là. C'était vraiment, là... C'est un jeu que la pente d'apprentissage est difficile. Souvent, on parle de jeux ici qu'on recommande, puis je dis souvent que je commande en général pour des jeux. Celle-là, c'est dur. Celui-là, c'est dur. La pente d'apprentissage est compliquée. Tu vas mourir souvent au début. C'est des jeux qui sont fâchants, surtout quand tu es un bonhomme puis que ça fait longtemps que tu le joues. Je me rappelle dans le stream, justement, un de mes plus grosses games. Tu vas souvent mourir de façon stupide. C'est jamais... Parce qu'ils le disent bien dans une vidéo qui est... je sais plus c'est qui le nom de la personne qui l'a fait, je suis désolé. C'est un iceberg sur Project Zomboid qui a été fait par un YouTuber français. Il dit très bien que, dans le fond, il n'y a pas de mort héroïque dans Zomboid. Tu meurs jamais de façon héroïque. Tu vas juste te faire comme engloutir par les zombies à la fin ou te faire mordre. Ce qui représente bien la vraie vie. Il n'y a pas de zombies, mais des fois, un peu l'adage, les héros meurent comme tout le monde. Ouais, exactement. On est tous des humains. Fait que, peu importe ce qu'on fait, on finit par tout crever de la même façon un peu. Tous croqués.
Ouais. Mourir croqué. Ça Ouais. doit être terrible comme Ça mort. doit être Puis se faire croquer, ça, c'est une affaire. Tu sais, tu te fais croquer, puis là, tu deviens malade, tu files pas bien, puis tu finis par Ouais. mourir, devenir un zombie. Mais tu sais, quand tu te fais drag down, là, quand Ah, t'as ouais, trop ouais. de zombies autour de toi qui finissent juste par te Mhm. tirer à terre puis te manger, ça Oh mon te Dieu, tue c'est d'un coup. terrifiant avec ton bonhomme Puis qui toutes les crie, fois, là. ouais, ton bonhomme qui crie, puis la gang de zombies qui autour de Ouais. toi qui te. Tu sais, oh, ça te rend. Le Ouais, zombie clown qui arrive au loin avec sa balloune. ça te rend un petit peu mal à l'aise à toutes les fois. Ouais, fait que c'est notre jeu du moment. Très frustrant, très plaisant. Moi, j'adore. Oui. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté dans le temps qu'il n'était pas sur Steam chez mes parents il y a 15 ans. de ça. Aïe aïe. Puis je me rappelle dans le temps, là, puis ça a eu le temps de changer. On est rendu au build 42, mais les premiers builds étaient comme vraiment funky. Tu sais, il y a eu la passe qu'un couteau c'était super puissant. Ouais. Tu pouvais one-shotter tout le monde. avec un C'est là que j'ai couteau. commencé à jouer. Ouais, je pense que c'est build 40. Ça. Ouais, 39, je pense, parce que 40, ils ont acheté des chars. 40, les chars, Quand j'ai c'est commencé, 39. il n'y avait pas d'auto encore. Il n'y avait pas d'auto au Ouais. début, c'est fou, hein? Ouais. Puis les Indie Stones sont un peu reconnus comme pour vraiment pas updater vite le jeu. Ouais. Ce qui est C'est correct, correct. là. Je veux dire, tu as le temps de l'épuiser avant de te tanner, là. Parce que il y a pas de. Il y a beaucoup de jeux qui ont comme une fin, que tu vas, mettons, aller battre le boss de la fin ou un truc du genre. Ce jeu-là n'a pas de fin. Ton but, Ben c'est non. juste. La fin, c'est mourir. C'est Ouais. ça, il faut que tu survives le plus longtemps possible. Comme dans la vraie vie. Le roguelike préféré de tout le monde. Ouais. Ouais. Le but, c'est de mourir, puis tout ce qu'on fait, c'est juste pour éviter de trop penser à ça. Ouais. Tu sais, au spectacle de l'OJV, à un moment donné, il a dit que la vie était un Metroidvania. Puis là, j'étais non, la vie, c'est un roguelike. Ben oui. C'est le roguelike le plus le fun, I guess. Ben, les Metroidvania peuvent être des roguelikes aussi. Fait que, tu sais, je Ouais. pense que c'est un peu pour ça. Là. Pas de Ouais. toutes, là, mais en tout cas, ouais. Bref, Ben ça a ouais. été très instructif aujourd'hui. Oui, On a appris plein de choses. Ouais. On est. je suis content que tu aies choisi un... Tu sais, moi, je voulais justement pas aller dans le trop... dans la Je théorie suis trop. je suis content que tu aies choisi quelque chose que je pouvais trouver. Ben aussi, c'est Ouais, sûr, ouais. c'était ça, un petit peu ça, l'idée du Moi, jeu. je là. pensais que la première pièce, celle de StarCraft, ça allait te mettre la puce à l'oreille parce que j'en ai tellement parlé souvent de la modulation dans Terran 1. Peut-être, ouais. Moi, Mais c'est vraiment ouais, une non, affaire ça- que. Elle a tellement sa place, elle est tellement cheesy, là. J'enlève rien. C'est vraiment très pop, là. Ouais. Mais elle a tellement sa place, elle te donne tellement plus le goût de tirer les Protoss dans la tête, là. C'est vrai. Ben ouais, mais après, ouais, Je les aime, les Protoss, par contre. C'est très commun, tu sais, la Ouais. modulation. Fait que c'est vraiment comme tu disais, la tune Octopath Traveler qui vraiment là, ouais, ça met la Over puce the à place. l'oreille, là, tu sais, avec le reste, j'étais genre, ouais, ça doit avoir rapport à ça. Ben, puis je ne peux que recommander aussi, tu sais, quand on parle on aime beaucoup ça parler de trucs un petit peu plus théoriques puis tout ça. Moi, évidemment, ça me fait toujours plaisir d'analyser des choses puis d'essayer de leur trouver un sens qui, des fois, n'est pas nécessairement celui qui leur est donné par le Ouais. compositeur, mais on peut tout le temps trouver des sens à ce qu'on veut quand on se met à les analyser un petit peu. Puis, pour moi, en tout cas, le podcast en général qu'on fait, je trouve, c'est pas quelque chose qui s'adresse à des initiés. J'aime ça dire que c'est quelque chose qui peut s'adresser autant aux novices qu'aux initiés. Ouais. Puis j'espère juste que ça peut vous encourager à peut-être aller lire un petit peu là-dessus. Puis vous rendre compte, en fait, souvent, c'est que tout le monde connaît la musique, tout le monde écoute la musique, tu sais. Puis des fois, il y a plein d'affaires que tu entends, que tu reconnais, mais que tu peux pas mettre de mots dessus parce que tu n'as jamais appris ça. Mais un coup que tu te fais donner des exemples et tu te fais dire « Regarde, ça s'appelle de cette façon-là », ben tu vas le reconnaître parce que tu écoutes ça depuis des années. Exact. Puis, tu sais, si c'est le genre de choses qui vous intéressent, vous saviez que nous avions un Facebook, un Instagram, notre compte Patreon avec tous les épisodes qui seront gratuits et cela pour toujours. Pour toujours. On a quoi d'autre? Un courriel qui est le altf4podcastqc Oui. @gmail.com. Je trouve que ça fait vraiment, en tout cas, ça me fait rire à chaque fois. Sinon, si jamais vous oubliez tout ça, on a aussi un Linktree qui est linktr.ee/altf4podcastqc. On est toujours ouvert à des recommandations, des commentaires, des pièces, des sujets, des trucs qui vous intéressent. Nous, on adore ça. Pas parce que vous faites le job à notre place, c'est juste parce qu'on aime ça avoir d'autres idées que les nôtres, parce qu'on en a plein, on me dit tout le temps. Ben, puis on aime, nous, on parle de nos idées puis de ce qu'on écoute et de ce qu'on aime tout le temps. Fait que si d'autres gens me parlent de leurs propres choses qu'ils écoutent et aiment,
Ça va me faire le plus grand des plaisirs. Puis aussi, je réitère, on en a déjà parlé, si jamais vous composez de la musique de jeux vidéo, vous faites du chiptune, vous faites des trucs sur le côté dans votre vie de tous les jours, ça aussi, ça nous intéresse, on veut entendre, on aime ce que les gens font, on veut entendre ce que les gens font du Québec, entre autres, de partout dans le monde, mais le public étant principalement québécois, on aime ça entendre ce qui se passe dans notre beau Québec. Ben oui. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter avec tous ces beaux moyens. Puis sinon, c'est un autre épisode dans la boîte. C'est un autre épisode dans la boîte qui est encore une fois beaucoup plus long que ce qu'on pensait au début. On en a parlé, il fallait pas en parler. Ah oui, c'est vrai. J'ai dit, j'ai dit à Pitch, il ne faut pas qu'on parle, qu'on dépasse notre temps. On n'a plus de temps, c'est fini. Non, on n'a jamais eu de temps, mais on fait bien ce qu'on veut. On revient de coucher, Pitch. Tu feras tes petits podcasts avec tes amis une autre fois, alors reviens de coucher. Ben, sur ça, on va se quitter là-dessus. Continuez à écouter de la belle musique et d'apprendre des nouvelles théories. Allez faire un bac en musique. Ouais. Allez pas faire un bac en musique pour rien. Right. Faites juste écouter du monde qui ont fait des bacs en musique. C'est ça. Ben oui. Non, mais portez attention à ce que vous écoutez. Vous serez surpris de ce que vous allez apprendre. Exactement. Puis passez la plus belle des semaines. À bientôt. Au revoir.